professeur Didier Raoult, faites-vous de la recherche sur le traitement de la tuberculose? Non. C'est juste un gros mensonge. C'est pas vrai. Voilà, on a essayé beaucoup. Je vais vous dire, c'est un espèce de témoin caricatural de l'effondrement de la France dans la recherche médicale, parce qu'il y a une haine et une tentative de frein de la recherche dans ce pays qui nécessitera, et si ce déchaînement contre moi peut aider à réaliser jusqu'à quel point les gens sont devenus haineux contre la recherche, ça sera vraiment très intéressant. C'est une histoire très intéressante. Il y avait un très très bon chercheur, spécialiste mondial de la thérapeutique de la tuberculose, qui s'appelait Jacques Grosset, un de mes maîtres. C'est ce que j'appelle les maîtres, mes maîtres, et là c'est des gens qui avaient 20 ans de plus que moi. À 65 ans, il était chef de service, directeur du Centre national de référence de la tuberculose, du Centre collaborateur OMS de la tuberculose à Paris, à Pitié-Salpêtrière. Et à 65 ans, retraite, il part aux États-Unis, continuer, qui se sont régalés pour l'accueillir, dans une des deux meilleures facultés de France, Johns Hopkins. Et il a continué à être la référence de la mise au point des stratégies thérapeutiques pour la tuberculose, qui est une maladie qu'il connaissait à la fois sur le terrain, en pratique, dans les essais thérapeutiques. Et il fait des travaux qui sont financés par l'État américain, le NIH, en particulier pour trouver la manière de réduire la durée du traitement de la tuberculose et de traiter les tuberculoses résistantes aux antibiotiques actuels. En effet, la tuberculose tue encore entre 1,2 et 1,6 million de personnes par an, donc c'est un vrai problème, avec deux raisons. L'une, les bactéries qui sont devenues résistantes et qui deviennent le plus souvent résistantes parce qu'il y a des traitements interrompus, ce qui amène à la deuxième question, c'est le traitement de la tuberculose est très long, et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à traiter les gens suffisamment longtemps, ils disparaissent, ils arrêtent leur traitement, et donc, un, ça entraîne une mortalité importante, et deux, ça entraîne que ceux qui rechutent ont maintenant des bactéries qui sont devenues résistantes au premier traitement. Donc il se développe des stratégies thérapeutiques pour lutter contre ces deux problèmes, la durée du traitement et la résistance des bactéries aux antituberculeux. Monsieur Grosset a eu une approche, nous on a eu une approche parallèle de réflexion, hein. Lui il a eu une approche, il savait qu'un antituberculeux inventé dans les années 50, qui a été utilisé à des centaines de millions de fois pour le traitement de la lèpre, qui s'appelle la clofazimine, était un très bon antituberculeux. Il a réanalysé cet antituberculeux dans un travail très célèbre qui a été publié dans PNAS en 2015, sur lequel il montre qu'en réalité, ce traitement, la clofazimine, qu'on appelle le Lamprène, est le traitement le plus efficace pour traiter la tuberculose. Ça réduit d'une manière considérable la durée du portage à la tuberculose. C'est un médicament qui est, pareil, anodin, puisqu'il est connu dans le monde entier. Il peut donner, quand on le donne pendant plusieurs mois, une coloration passagère de la peau. Et donc, il est financé jusqu'à l'âge de 90 ans aux États-Unis pour faire ses recherches. Et en particulier, il montre que l'association entre un antituberculeux traditionnel, la pyrimétamine, avec la clofazimine, sont le meilleur de tous les traitements contre la tuberculose. Ça, c'est un point. Et par ailleurs, la clofazimine est aussi efficace quand les autres antituberculeux sont devenus inefficaces. Il y a très peu de résistance, 0,22% à la clofazimine. On a commencé à recevoir quelques cas multirésistants juste après ça, dans les années 2016-2017. On l'a fait venir, il nous a fait une conférence extraordinaire qui est online, que je suggère de regarder. Donc, c'est lui qui était le patron de ceux qui ont continué à faire la tuberculose à un niveau qui n'est pas le même, et pas comparable. En effet, si vous regardez le niveau, pour vous dire, des gens qui publient actuellement en France sur la tuberculose, le premier c'est Ariès, je vous en reparlerai, en réalité il est à London School, mais il est
rattaché à un centre de recherche sur la tuberculose à Paris, mais c'est un Anglais de London School, travaille énormément avec les pays pauvres, là où il y a énormément de tuberculose, pour analyser les stratégies thérapeutiques actuelles. Dans ces deux questions, comment on raccourcit, et en particulier pour les malades qui ont des tuberculoses multirésistantes, pour lesquels les premières stratégies thérapeutiques étaient thérapeutiques de 2 ans. Donc pour arriver à traiter pendant 2 ans les gens avec ces traitements, c'est extrêmement compliqué. Mais vous voyez que le premier des publiants en dehors de ce Ariès, c'est Michel Drancourt. Donc ici, à l'IHU, je crois qu'on sait ce qu'on dit quand on parle de tuberculose. Donc cette question arrivant, nous, on avait une réflexion exactement parallèle, mais différente de celle de M. Grosset, avec qui on a eu l'occasion de discuter. C'est nous, on a dit, écoutez, les traitements, la bactérie qui est la plus proche de Mycobacterium tuberculosis, qui cause la tuberculose, c'est la bactérie de la lèpre. Et donc, on traite la lèpre depuis des décennies avec des médicaments. On va voir si on a testé les médicaments qu'on donne pour la lèpre. Est-ce que ça marche sur la tuberculose? La réponse, c'est oui, ce qui était assez logique. C'est une logique. Et donc, est-ce que c'est vraiment la peine de mettre au point des nouvelles molécules qui vont coûter très cher, dont il va falloir tester la toxicité, etc., ou de voir si ces molécules qui sont utilisées depuis des décennies à des centaines de millions de personnes marchent au moins au laboratoire, sur le bacille tuberculeux? Et la réponse est oui, ça marche sur le bacille tuberculeux. Donc c'était des éléments convergents. Et donc ça nous a amené à avoir une réflexion sur 2 éléments. C'est est-ce qu'on peut traiter les gens qui ont une tuberculose multirésistante avec ces médicaments? La réponse est oui, c'est pas de la recherche, c'est sur le site de l'OMS. Ça fait partie des maladies qui sont recommandées en 2e intention sur le traitement des tuberculoses multirésistantes ou résistantes à tous les premiers antibiotiques. Vous savez, quand on applique des recommandations de l'OMS, c'est pas de la recherche, hein, c'est de la médecine. Hein, voilà. Puis ensuite, il y a une deuxième question qui est est-ce qu'on peut raccourcir le traitement chez les populations dont on sait qu'ils vont avoir des grandes difficultés à prendre le traitement en utilisant ces médicaments, la clofazimine associée avec la pyrimétamine. Pour ça, on a demandé à faire un essai thérapeutique. On est passé par tous les éléments. On a eu 2 fois un comité de protection des personnes qui nous a donné un avis favorable. Et puis, on a eu une interdiction par l'ANSM basée sur on ne sait quoi, avec quelqu'un qui n'a pas fait de science dans sa vie, qui nous dit il n'y a pas assez de bibliographie là-dessus. Je peux vous dire, il est sorti 400, si vous regardez, 411 publications si vous mettez clofazimine et tuberculose dans les 5 dernières années. Donc c'est une espèce de dictature qui s'est installée pour empêcher les gens de faire la recherche. Tant pis, il y a plein de gens qui font de la recherche là-dessus. Il y a plusieurs essais qui comprennent plus de 10 pays qui sont en train d'évaluer si chez les gens qui ont une tuberculose avec des bactéries sensibles, on peut ou on ne peut pas raccourcir le traitement en rajoutant la clofazimine. Les réponses qu'on a, si on regarde effectivement, j'ai fait la bibliographie vraiment très récemment avec Ariès, là, qui est le premier, vous voyez qu'il rapporte très récemment une étude faite observationnelle avec différents protocoles, et il montre qu'on peut réduire de manière très significative la durée des traitements qui ont des tuberculoses, qui ont des tuberculoses résistantes en rajoutant clofazimine et pyrimétamine, et on peut réduire à 9 mois le traitement comparé à ce qui était avant, donc ce qui est considérable. Et je vous dis, il y a une étude dont on devrait bientôt avoir les résultats il y a 2 études en cours, mais qui ont été déclarées, dont on aura bientôt le résultat sur le raccourcissement chez les tout-venants. Donc, on n'a pas pu faire de recherche, donc on ne l'a pas fait parce qu'on a assez d'ennuis comme ça. Et donc, en revanche, bien entendu, la thérapeutique, c'est pas que de la recherche ou que des recommandations, c'est des cas à cas. Et donc, sur les près de 300 tuberculoses qui ont été diagnostiquées et ou traitées ici, il y en a 75, je crois, non, 85, je crois, qui ont été traités ici pour une tuberculose, pour lequel il y en a 17 qui ont été traités avec clofazimine et pyrimétamine, 13 qui avaient des bacilles résistants, MDR ou XDR, qui correspondaient à une des recommandations de l'OMS,
3 SDF pour qui on sait qu'on n'arrive absolument pas à tenir pendant 6 mois de traitement. Donc, ils sont des indications d'essayer les traitements qui raccourcissent la thérapeutique, et qui sont des décisions qui n'ont été pas du tout, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'inclusion, c'est des décisions qui sont prises, comme le dit la loi, vous voyez, dans les prescriptions et délivrances hors AMM, c'est-à-dire un groupe de médecins qui discutent cas à cas, et vous voyez que donc la proportion des gens qui ont été traités par ce traitement est très faible, en dehors d'une indication qui est reconnue par l'OMS. Donc il n'y a pas de projet de recherche en cours, il n'y en a pas, mais en tout cas ça montre une chose, c'est qu'il y a une hostilité phénoménale vis-à-vis de la recherche, c'était avant l'histoire du Covid ça, il y a une hostilité phénoménale de la recherche, donc vous voyez que c'est le même process que l'hydroxychloroquine que j'ai décrit dans mon livre que je vous recommande, c'est le même, on ne sait pas pourquoi, on refuse d'utiliser des médicaments qui sont anodins, qui ont été prescrits des millions de fois, dont toutes les évidences montrent que ça devrait marcher et qu'on devrait pouvoir mieux traiter les gens qui ont une tuberculose, parce que effectivement, il y a des gens qui proposent actuellement de pouvoir traiter les tuberculoses pendant 1 mois au lieu de 6 mois. Ce serait une révolution, ça permettrait probablement de sauver des millions de gens. On ne peut pas le faire. L'ivermectine, j'ai pensé à un moment, c'est le meilleur traitement pour les poux. Vous prenez ça, le lendemain matin, tous les poux qui sont sur l'oreiller. On ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas d'AMM. Nous, on avait un projet là-dessus. On a arrêté le projet. On a un projet pour traiter les poux. On l'a arrêté maintenant parce que c'est pas la peine de passer son temps à se faire dire non, à se faire insulter. Ça a été la même chose sur l'hydroxychloroquine. Au bout d'un moment, il faut se demander quels sont les malades à qui on demande d'évaluer si des produits qui ont été distribués à des millions de personnes, pour lesquels il y a les gens qui sont les plus productifs scientifiquement du pays qui demandent une recherche, s'il est légitime que des gens qui n'ont aucune compétence disent non. Voilà, c'est quand même un problème, juste guidé par, je crois, la haine de la science qui se traduit par le déclin extrêmement rapide, dont on parlait, de la recherche scientifique dans ce pays. Mes collaborateurs qui sont directement en charge de ce problème-là, c'est-à-dire Michel Brancourt, Philippe Broucky qui est le directeur du pôle, et puis Jean-Christophe Lagier qui prend en charge les malades, auront l'occasion de vous faire une présentation en détail de tous ces domaines pour monter le nombre de pays, le nombre d'endroits, le nombre de trucs dans lesquels ça a été fait. Si, comme vous le dites, il n'y a pas de recherche qui est effectuée, ce n'est pas un protocole de recherche, comment expliquez-vous l'ampleur des réactions journalistiques, l'ampleur des réactions de certaines autorités suite à ce qu'ils ont fait des révélations de Mediapart? Écoutez, moi je pense que ce pays est malade. Hein. Donc il est malade de la recherche. Vous voyez bien, les trucs qui intéressent dans la recherche, c'est très intéressant. Encore une fois, je vais essayer de l'expliquer. Peut-être ça nécessitera d'être encore expliqué. Vous voyez, cette malveillance qu'on voit partout. Alors depuis cette BIC-là et peu de pire, dans lequel ce qui reproche à la recherche, qu'ils appellent la fraude, ce qui est un truc, c'est écoutez, pour l'analyse de ce caca, est-ce que vous avez bien eu l'autorisation d'analyser un caca anonymisé? Vous voyez, c'est une question très très intéressante. Est-ce que pour ce caca, vous avez bien donné crédit au pays d'où venait le caca? Sinon, c'est du néocolonialisme. Donc, je ne sais pas si vous voyez le harcèlement post-scientifique. Bien sûr, parfois, ils font des commentaires, si vous voulez, qui devraient être des commentaires de reviewers, mais ils ont leur opinion, mais personne ne leur a demandé leur opinion. Vous voyez, donc, la question de mélanger ça et de faire passer ça pour de la fraude, ou de l'absence d'intégrité scientifique, il faut la chercher là. Oui, l'intégrité scientifique, c'est pas très compliqué. L'intégrité scientifique, c'est est-ce que vous touchez de l'argent pour dire ce que vous dites? Et est-ce que vous avez inclus un malade pour qu'il vous rapporte de l'argent en lui disant? Ça, c'est un problème d'intégrité dont j'entends personne parler. Je pense qu'il doit y avoir ça dans la loi. Quand on fait un travail pour l'industrie et qu'on inclut des malades, on devrait dire aux malades, vous savez, quand je vous inclus là-dedans, ça me rapporte de l'argent ou ça me rapporte des avantages en nature. Vous voyez, ça serait une relation qui est équivalente et qui est raisonnable. L'autre chose que l'on voit là aussi, qui dépasse ma morale, hein, je m'excuse de dire ça, c'est qu'on voit des observations de patients qui sont transmis à la presse, qui les retranscrit, mais c'est interdit. C'est le secret médical. Vous croyez que c'est acceptable pour les malades sans qu'on leur demande
de transmettre des informations sur eux. Nous, en science, on n'a pas le droit de faire une chose comme ça. Il faut leur demander une autorisation signée pour le faire. Alors d'un côté, il y a les obsédés de la crotte anonyme, et de l'autre côté, il y a les gens qui publient des données personnelles sur les gens sans être des médecins qu'on leur a donné. Alors je sais bien qu'il y a une taupe ici qui leur donne les trucs, il y a des taupes partout. Il suffit, dès que vous avez un champ, vous avez une taupe. Alors ici c'est un champ énorme, alors vous avez des taupes. C'est honteux aussi. C'est gênant. Après cette réaction-là, en dehors de l'hostilité vis-à-vis de la science générale que je note, effectivement, je note que je cristallise un certain nombre d'hostilités. Alors le directeur général, maintenant, a des réactions. Je conseille aux gens de ne pas avoir la réactivité de la presse. Il ne faut pas s'exciter comme ça. Hein. On a vu les conséquences de l'excitation des autorités après la publication du Lancet Gate. Dites-moi, quand on m'a posé la question, j'ai dit, laissez-moi le temps de le lire, l'article. Moi, je ne lis pas juste le strict et l'abstract. Je lis l'article avant de me faire une opinion. Donc, avant de se faire une opinion, il faut aller regarder les données. Mais qu'est-ce qui se passe ? De quoi on parle? Mais il y a des gens qui ont tellement envie de dire du mal de nous que je sais pas j'attendais avec une certaine gourmandise pour dire la prochaine chose qu'ils vont faire. Je sais pas si demain il y a quelqu'un qui dise mais Raoul t'as mordu un chien dans la Timone, ça va sortir. Raoul t'as mordu un chien dans la Timone. Le directeur général dit on peut pas mordre les chiens dans la Timone. Bah, dites, il faut vous calmer là. Il faut revenir sur les choses, il faut vérifier les données. Ça n'est pas sérieux. Quand je dis pourquoi les gens regardent ce que l'on fait, c'est parce que ce que l'on fait, on peut le regarder dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Et moi, je ne fais pas de la vérité du jour même, hein, du mensonge du jour même. Donc il y a un véritable problème avec ça. Et puis, il y a un véritable problème que les gens qui travaillent ici avec nous réagissent immédiatement en donnant crédit à quelque chose qui est juste du buzz basé sur un commérage qui est faux. Donc c'est étonnant, c'est-à-dire au lieu d'être le directeur général devrait être notre protection fonctionnelle. Moi je suis plus à l'assistance publique. C'est-à-dire que l'employeur doit protéger ses employés, il ne doit pas les harceler lui avec. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas, qui sait, il y a vraiment quelqu'un qui veut détruire les HU du fait de sa réussite, parce que le directeur général me fout dehors, et puis il fout dehors, vous laissez de foutre dehors Chabrier. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un va dire une bêtise sur nous, il va surenchérir en disant non, oh, c'est un scandale. Mais dites, il faut un peu se calmer. Là. Le directeur général, il ferait mieux de gérer. La Timone, en réalité, c'est dans un état qui est moins bien que celui de l'hôpital principal à Dakar. D'accord ? C'est un hôpital du tiers-monde, la Timone. Alors je comprends qu'il soit jaloux de ce qu'on a fait nous, qu'on entretient. Parce que nous, on fait la peinture, on regarde que ce soit propre. Il s'occupe donc du désastre qui est à côté de nous, avec les profs qui s'en vont, plutôt que de harceler ce qui marche le mieux. Et comme ça, on reviendra à quelque chose qui est raisonnable. Donc, je pense que ce pays, pour des raisons X ou Y, tout le monde pense qu'il connaît la recherche. C'est pas vrai, c'est un métier, c'est des choses qu'il faut avoir fait. C'est facile de savoir si les gens ont fait la recherche ou pas. Il faut se garder d'avoir des opinions sur les choses qu'on ne connaît pas. Donc j'engage les administratifs. Je sais que M. Hirsch avait pris cette habitude de donner son opinion, je ne sais pas d'où il la prenait, sur les stratégies thérapeutiques de prise en charge du Covid-19. Je vois que lui, il fait pareil. Non mais chacun retourne à son métier, d'accord ? Les épiceries à l'épicerie, les administrateurs à l'administration, et les chercheurs à la recherche, et les journalistes, qu'ils essaient plutôt de rapporter des choses crédibles, parce que tout ça entraîne une perte profonde de la crédibilité des gens qui rapportent ça, et dont ils sont de plus en plus malheureux, et peut-être ça d'ailleurs qui les rend de plus en plus agressifs. Mais il ne faut pas rapporter des bêtises sans arrêt, hein. Les gens ne vous croiront plus jamais. Voilà, tout ça c'est des bêtises, c'est pas vrai. La médecine c'est compliqué, quand il y a des malades compliqués, il y a des décisions qui sont prises, on marque sur le dossier, comme ça c'est des gens que ça amuse de l'administration de voir les dossiers, ils regarderont dans les dossiers comment ça a été pris, est-ce qu'il y a eu une réunion de médecins qui a décidé dans ces conditions-là de faire ça. Et puis peut-être qu'on va retourner à un peu de raison, et s'il vous plaît, ne faites pas le buzz. S'il y a un chien qui est mordu dans la Timone, c'est pas moi.